OK, première question. L'homme n'a pas confiance en lui lorsqu'il perçoit sa subjectivité inhérente à sa recherche d'objectivité. Commentaire. Ben, il y en a une qui irait mieux avant ça. Tu veux que je dise qui a raison? Ouais, c'est ça, là, mais... Je te laisse-tu ou je pose l'autre, Daniel? Mais t'as pas l'air à savoir. Je te pose l'autre parce que je trouve Non, que l'autre. ça commencerait d'un peu. Objectivité, subjectivité, n'est-ce pas une autre polarité illusoire? C'est évident. Mais la polarité illusoire, c'est aussi une polarité illusoire. C'est facile de dire une polarité illusoire, parce que la polarité, comme tout à l'heure je disais que l'illusion était une réalité, hein, ça reste quand même que c'est une illusion, mais même si c'est une illusion, c'est une réalité. Alors même de dire que c'est une polarité illusoire, ça change rien pareil que ce qui est objectif, pour l'homme est en fait un rapprochement de la réalité, donc ça reste une subjectivité. C'est une dualité, c'est une illusion, c'est une impression, mais qui permet quand même à l'homme d'exprimer cette impression avec des mots. L'objectivité, en réalité, c'est se rapprocher de l'objectivité ou de la réalité. Et la subjectivité, c'est s'en éloigner. Et s'éloigner ou se rapprocher fait partie du cheminement de l'évolution. C'est évident que c'est une polarité. Mais la polarité n'est pas illusoire. La polarité, elle est vraie. Vous savez, tout le monde, qu'il y a des choses que vous aimez et des choses que vous n'aimez pas. Pas une illusion, ça. C'est une réalité, ça. Même si en réalité, il n'y a rien de laid et de beau, en réalité, il y a des choses que nous trouvons belles et des choses que nous trouvons laides. C'est bien différent. C'est pas à cause que c'est une illusion que ça n'existe pas ou que c'est une futilité. Quand une chose est une illusion, c'est simplement qu'elle n'a aucun rapport avec la réalité, et la réalité se situe seulement dans un contexte intemporel. Donc, tout ce qui est temporel est automatiquement illusoire. Mais le monde temporel existe dans un phénomène, dans un espace-temps inexistant. Alors, disons que ça devient extrêmement compliqué, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est pas parce que c'est illusoire que c'est faux. C'est illusoire parce que ce n'est pas en concordance avec la réalité ou avec l'état natif de l'événement ou avec la pureté de l'événement ou de la chose que l'on observe. Ce n'est pas la chose pure, c'est une interprétation. Et une interprétation, ça reste quand même une réalité. Mais c'est une illusion de penser que l'interprétation est la réalité. C'est juste pour ça que c'est une illusion. Une illusion, ça ne veut pas dire que c'est faux. Ça veut dire que c'est pas la chose que l'on pense que c'est. C'est ça une illusion. Donc, automatiquement, ne connaissant pas la chose comme elle est, on la voit sous différents angles, mais jamais tous les angles en même temps. Donc, on dit c'est telle chose ou c'est telle chose. Alors, c'est objectif ou subjectif. C'est une dualité. C'est illusoire parce que c'est l'interprétation d'un mécanisme réel. Mais c'est pas parce que c'est illusoire que c'est faux. Je fais juste souligner le mécanisme parce que souvent, on a une tendance psychologique à dire que « Oh, mais ça, c'est une illusion, ça devrait être plus. » Pas parce que c'est une illusion que c'est faux. Ceux qui souffrent parce qu'ils viennent de perdre quelqu'un, c'est parce qu'ils sont dans un monde illusoire, c'est-à-dire que l'interprétation de la réalité qu'eux autres font de la réalité n'est pas la réalité, donc ils sont dans une illusion. Alors, ils souffrent. Mais c'est pas parce que c'est une illusion que la souffrance est inexistante. La souffrance, elle est réelle. Et l'illusion, il est réel. Mais l'illusion est l'interprétation d'un événement. Ce n'est pas l'événement. Parce que si nous voyons l'événement comme qu'il est, il y avait quelqu'un, il est mort, il n'y a plus personne, et je continue à vivre et ça finit là. Mais ça, c'est une espèce d'objectivité du mécanisme parce que l'homme n'est pas conscient de tout l'extratemporalité. Mais l'homme qui voit la mortalité et qui essaie de vivre avec le souvenir, donc qui refuse d'accepter la réalité, vit donc dans une illusion souffrante. Mais l'illusion, elle est réelle. La personne souffre réellement. L'homme qui se conscientise ne fait pas juste croire que ces choses-là n'existent plus. Ça, on a plusieurs sectes qui font ça. Puis quand ils se rendent compte que ce qu'ils pensaient qui n'existait plus, quand ils croyaient ça, ben ils se rendent compte que ça existait quand même. C'est pas parce qu'on ferme les yeux que la lumière n'existe plus. Et l'obscurité est une illusion, ou ben non, c'est la lumière qui est une illusion. Mettez le mot où vous voulez. Les deux sont réels quand même.
Je reviens avec l'autre question de tantôt. Est-ce que tout homme ne devrait pas passer par cette étape-là qui marque ici lorsqu'il dit l'homme qui n'a pas confiance en lui lorsqu'il perçoit la subjectivité inhérente à sa recherche d'objectivité? Bon, on a une personne ici qui... L'homme n'a pas confiance en lui lorsqu'il perçoit la subjectivité inhérente à sa recherche d'objectivité. Commentaire. Ben, c'est évident. L'homme n'a pas confiance en lui lorsqu'il se rend compte que tous les mécanismes en lesquels il avait confiance sont basés sur l'interprétation de ce qu'il recherche. Donc, ces mécanismes-là sont en fait une interprétation. Lui les croyait vrais, donc il découvre la subjectivité de sa recherche. Je recherche Dieu. Mais Dieu, c'est quoi? Ben, Dieu, c'est ça. Bon. Puis lorsque tu découvres que ça, c'est une farce, ben, ta recherche, tu la continues-tu? Alors donc, l'homme perd sa confiance en lui lorsque l'homme recherche la sécurité financière et qu'il découvre qu'en fin de compte, ça avec, ça ne rapporte rien. L'homme recherche quelque chose et lorsqu'il se rend compte que la chose qu'il recherche ne lui apporte pas ce qu'il escomptait, à la longue, l'homme finit par perdre confiance en lui. Pourquoi? Parce que les assises sur lesquelles s'appuyait la confiance sont subjectives. Et lorsque l'homme découvre que c'est subjectif, c'est-à-dire que c'est créé par lui-même, que c'est une interprétation qui était plausible pour lui, mais qui ne l'est plus maintenant, ben l'homme perd sa confiance en lui. Mais là, ça c'est vrai seulement lorsque l'homme a confiance en lui, et non pas lorsque l'homme a confiance en l'extérieur, donc en lui parce qu'il fait partie de son extérieur, lorsque l'homme a confiance en son ego, lorsque l'homme a confiance en ses mémoires, lorsque l'homme a confiance en son expérience, lorsque l'homme se dit que sans moi, la planète ne pourrait pas tourner. Ben là, l'homme qui découvre que ses assises sont subjectives, va perdre sa confiance en lui. On a plusieurs personnes qui perdent confiance en eux parce qu'ils s'imaginent qu'ils ne sont même pas un rouage d'un ensemble. Ils s'éjectent eux-mêmes de l'extérieur. Alors, ils n'ont plus confiance en eux. Mais il faut avoir confiance en l'extérieur pour avoir confiance en soi. Et l'extérieur, cela ne veut pas dire ses parents, le gouvernement, la société, etc. Je parle de la vie. Il faut avoir confiance en la vie, en l'extérieur. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est extérieur à l'homme? La réalité. Alors, il faut avoir confiance en la réalité. Pas confiance dans l'illusion. Parce que l'illusion se tient par rapport à la réalité. Tu dis que l'homme pense même s'il ne parle pas sa pensée avec des mots. Mais les mots sont importants pour communiquer, échanger, se manifester et évoluer. Peux-tu commenter? Je pense que c'est quasiment l'essence de la première partie. Non, moi, ce que je fais présentement, c'est que plusieurs attendent ma réponse. Et il n'y a pas nécessairement de mots dans leur tête. Mais tout le monde pense. Parce qu'à un moment donné, parce que je prends du temps, ben là, la pensée qui ne laisse pas de place aux mots finit par créer un vide dans la psychologie, puis à un moment donné, les mots commencent à arriver. Tu as commencé à vouloir parler, puis certains autres, à un moment donné, se demandent, etc. Alors, ce qui fait que l'homme pense, même s'il ne parle pas. Sauf que l'homme doit expérimenter sa présence dans le vécu. Donc, l'homme doit savoir qu'il est là pour finir par comprendre l'intelligence de sa présence, donc l'intelligence de l'évolution. Parce que si tu ne sais pas que tu es là, comment peux-tu comprendre l'intelligence de l'évolution quand tu ne sais même pas qu'il y a quelqu'un qui évolue? Tu dois donc comprendre, expérimenter le fait que tu es là, donc le fait que tu exprimes des énergies, l'énergie de la pensée, entre autres, disons, par la parole, ou l'énergie de l'émotion, par le ton. Alors, l'homme pense de toute manière. Vous avez des émotions continuellement, mais il suffit simplement de les faire monter à votre conscience pour qu'ils s'expriment. Mais ils sont là quand même. Parce que vos enfants, vous les aimez quand même si présentement, vous n'avez pas d'expression émotive. Mais il y a quand même une émotion. Même si l'émotion n'est pas à la conscience. Même si vous ne dites pas à quelqu'un « je t'aime », si vous l'aimez quand même. Et même si vous ne lui dites pas « je te hais », si vous le haïssez quand même. Puis vous l'haïssez 24 heures sur 24, même si ce n'est pas 24 heures sur 24 dans votre conscience. Hein? Il y aura pas un moment donné où, tiens, je l'haïs plus, je sais pas comment ça se fait. Fait que là, tu vas dans le petit tiroir, tu cherches ta haine, ta bouffe, puis tu l'haïs encore. Tu l'haïs tout le temps. Jusqu'à temps que l'énergie de la haine soit transmuée en d'autres choses. L'homme pense tout le temps, mais l'homme doit expérimenter le fait qu'il pense pour expérimenter le fait qu'il existe, pour expérimenter l'évolution, pour arriver maintenant à comprendre pourquoi il est là,
quelles sont ses erreurs, qu'est-ce qui l'a amené ici, pourquoi il doit évoluer, et l'intelligence, donc l'écologie de l'évolution. L'homme, donc, ne parle pas, il pense, mais pour savoir qu'il pense, il doit parler. Parler dans sa tête ou parler par la bouche. De cette façon, l'homme expérimente son vécu. L'homme doit continuellement expérimenter pour ne pas perdre sa confiance en lui. À un moment donné, il va dire, tiens, je n'existe plus, je ne pense plus. Mais là, s'il dit ça, évidemment, il pense. Mais il y en a plusieurs personnes qui pensent puis qui ne savent même pas qu'ils pensent. Et ça, les dépressifs, souvent, ne savent pas qu'ils pensent. Les personnes qui perdent complètement confiance en eux, qui vont se suicider, ne savent pas qu'ils pensent. Et, en réalité, ils ne pensent plus. On pense pour eux. C'est-à-dire qu'ils sont manipulés par ce qu'il y a de plus vil ou de plus bas dans l'astral planétaire, ou encore chez eux, et ils ne se rendent même pas compte de leurs propres actes. Une personne ne se dit pas, tiens, je vais me suicider. Est-ce que c'est intelligent ou c'est pas intelligent? Elle se dit pas ça. Elle se dit, genre, je t'ai écœuré, je me suicide, puis elle s'en va, puis elle rumine ces choses-là jusqu'à temps qu'elle se garage devant le métro. Mais elle ne sait pas qu'elle pense. Quand est-ce que l'homme prend conscience qu'il pense? Lorsqu'il ne pense plus et qu'il a pensé. Mais lorsque l'homme prend conscience qu'il pense, il pense, mais il ne l'exprime pas en pensée. Et lorsque l'homme l'exprime en pensée, il ne prend plus conscience, il interprète cette conscience. Et pour comprendre ce que je veux dire, évidemment, vous devez aussi expérimenter le phénomène, c'est-à-dire que présentement, je parle et je sais que je pense. Mais je sais que je pense, ça n'a pas rapport nécessairement avec ce que je dis. Là, ça a rapport parce qu'il faut que je le dise. Enfin, bref. Bon. Alors, tu dis que l'homme pense même s'il ne parle pas sa pensée, même s'il ne parle pas sa pensée avec ses mots, mais les mots sont importants pour communiquer, échanger, se manifester, évoluer. Tout ça, c'est vrai, mais c'est important surtout parce que ça permet à l'homme d'expérimenter qu'il pense. Peux-tu commenter? Ouais, j'aurais presque envie de revenir avec une question, parce qu'il y a un bout que je comprends plus. Là. Quand tu parles, la personne qui a de la haine, mettons, envers quelqu'un, puis elle y pense pas continuellement qu'elle a de la haine. Mais cette énergie-là est stockée où? Qui c'est qui fait que dans le temps, elle disparaît? Là? Il y a quelque chose qui échappe. Bon, là, tu me poses une question, disons, qui va nous obliger à explorer un peu plus les mécanismes de la psychologie. L'énergie, quelle que soit l'énergie, lorsque la personne expérimente un événement, elle enregistre dans sa mémoire, on l'a déjà vu, l'expérience qu'elle vit enveloppée avec l'énergie qu'elle vit, elle, quand elle perçoit l'expérience. Donc, si je perçois une personne qui me donne des bêtises, j'enregistre l'événement, qui en soi ne veut rien dire, et en même temps que je le place dans ma mémoire, je le place avec toute l'énergie frustrante, par exemple, qui est apparue en moi, et tout ça est placé dans la même mémoire. Ce qui fait que lorsque je me rappelle l'événement, j'ai en même temps le dégoût. Lorsque je me rappelle la personne, automatiquement, le dégoût monte aussi. Mais dans les mémoires, si la personne finit par tellement haïr que cela finit par être une deuxième nature, bien évidemment, cela ne disparaîtra jamais, même pas avec le temps. Ben avec le temps, oui, mais quand elle va être morte. Alors, ce qui fait que si la personne ne passe pas son temps à ruminer sa haine, donc elle n'aime pas telle personne juste quand cela monte à la surface, automatiquement, ce qui va arriver, c'est que cela n'est pas une deuxième nature pour elle, et dans ses mémoires volatiles, c'est-à-dire dans son schéma mémoriel qui n'est pas identifié à sa personnalité, ben cela, lentement, est mélangé avec d'autres expériences, qui fait qu'à la longue, cela se désagrège, et la mémoire disparaît. C'est le mécanisme des pertes de mémoire qui ne sont pas reliées à l'identification de la personne ou de l'ego. Mais la personne qui haït régulièrement, ou la personne qui aime continuellement, finit par avoir une deuxième nature. Et que tu aimes ou que tu haïs, c'est plus pratique d'aimer souvent. Des fois, c'est plus pratique d'haïr, parce que si celui que tu aimes vient tout chercher ce que tu as chez vous, par le fait que tu l'aimes, un peu comme les Amérindiens ont fait, ou comme les Incas ont fait avec les Espagnols, bien évidemment, ils aimaient le Dieu, mais ils en sont morts. Alors, ce qui fait que mourir d'amour, c'est un phénomène qui est dangereux. Alors, donc, la personne qui haït, si elle s'énergise continuellement, c'est-à-dire que plus tu portes une émotion souvent à l'état de conscience, plus elle a tendance à devenir une deuxième nature chez toi. Et moins tu la mets au niveau de ta conscience, plus vite elle va être désagrégée à l'intérieur de ta propre mémoire par vieillissement. Quand on dit une personne a mûri, elle a mûri, elle est capable de définir son identité, ça veut dire que sa deuxième nature, elle s'en va là, assez bien.
Non, quand une personne peut définir son identité, c'est simplement lorsqu'une personne a suffisamment construit ou dynamisé l'image qu'elle a d'elle. Donc, en réalité, elle peut définir l'image qu'elle a d'elle, non pas nécessairement sa nature. Pour pouvoir avoir une image assez correcte de soi, nous devons premièrement faire en sorte que nos propres conflits psychologiques finissent par se fusionner de façon à ce qu'on n'ait pas 2 ou 3 images de soi. Et lorsqu'une personne a une image d'elle-même, cela est une subjectivité, c'est-à-dire qu'elle croit à être cette image. Et lorsqu'on agresse l'image, elle croit que c'est elle qui est agressée. Donc, la personne qui mûrit est une personne qui a plus d'expérience et qui est capable d'emboutir bout à bout, selon une façon paramalogique, ses expériences. Donc, la personne, on dit qu'elle mûrit. Mais évidemment, une personne mûrit par rapport à celui qui la regarde mûrir et à la condition qu'elle mûrisse dans le même sens que lui a mûri. Sinon, tu ne dis pas qu'elle mûrit. Hein? Les jeunes qui se peignent qui se colorent les cheveux en mauve ou en transparent mûrissent par rapport aux autres jeunes. Tu sais, il est temps, ça fait 6 mois qu'on veut qu'il se fasse un rase-bol, puis là, il est rendu plus tough, il est plus homme, il mûrit. Mais par rapport à l'adulte qui, lui, a une chevelure conventionnelle, ben, il trouve pas qu'il mûrit. Il trouve qu'il pourrit. Il le dit lui-même. Alors, ce qui fait que, encore là, disons qu'on est encore dans des mécanismes duels et c'est encore un peu de subjectivité. OK. Si l'homme n'évolue pas par ce qu'il comprend, alors qu'est-ce qui évolue dans l'homme? Quelle est cette évolution vibratoire? Serait-ce une chose que l'ego ne peut s'approprier? C'est Roger. L'ego ne peut s'approprier de rien. L'ego ne peut que croire s'approprier. L'ego ne peut que croire être ce qu'il s'approprie ou ce qu'il veut s'approprier. L'évolution, elle se fait où? L'évolution, c'est exactement comme si je remplis un verre d'eau avec de l'eau. D'ailleurs, c'est le temps, là. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le verre a évolué? Est-ce que l'eau a évolué? Non. Par contre, il y a plus d'eau dans le verre. Chez l'homme, c'est une question d'énergie. Et ce mécanisme, l'énergie même, c'est quelque chose qui est difficilement compris par l'homme, parce que l'homme essaie toujours de placer dans des mots, donc dans un vocabulaire personnalisé, ce qui se passe en lui. Ce qui amène l'homme à comprendre de moins en moins ce qui se passe réellement en lui. Si je te dis, moi, que l'évolution, c'est 1 milliard de petits bonhommes qui chicanent, qui se font la guerre dans toi. Puis à un moment donné, ben là, ils font la paix. Étage par étage. Fait que l'harmonie finit par régner en toi et tu es parfaitement évolué. Fait que tous les petits bonhommes qui se battent, trouve-les, puis organise-toi pour qu'ils soient en paix. Ben ça, on comprend un peu. Mais si je te dis que c'est une question d'énergie, ben déjà, le mot énergie est compliqué parce que énergie, ça veut dire quoi? Ben l'eau, c'est une énergie. J'ai déjà expliqué c'était quoi un peu l'énergie, que l'énergie, c'était simplement la potentialité qu'avait une chose d'être transformée. C'est ça de l'énergie. Mais ça veut dire quoi pour l'évolution de l'homme? Ça veut dire aussi que l'homme peut se transformer. Mais l'homme peut se transformer de plusieurs manières. Mais plus l'homme est transformable, plus l'homme est énergisé. Et plus l'homme est énergisé, plus l'homme peut donc expérimenter. Et l'évolution de l'homme ne se fait pas dans l'ego. L'évolution de l'homme se fait à l'extérieur de l'ego, donc à l'extérieur de la psychologie, malgré qu'elle a besoin de la psychologie, parce que la psychologie, c'est une espèce de batterie. La psychologie, c'est une dynamo. Mais ce n'est pas toute l'électricité qui circule dans les fils. Ce n'est pas non plus les conditions qui permettent à l'électricité de circuler. Ce n'est pas non plus les conditions qui permettent à la dynamo de tourner. Ce n'est pas non plus la force mécanique qui entraîne la dynamo. Mais l'ego est une dynamo qui se croit tout ça. L'évolution, c'est simplement une question d'énergie. Et c'est difficilement compréhensible tant qu'on n'a pas expérimenté ce qu'était l'énergie. Comme par exemple, ceux qui, à un moment donné, ont pu faire, par exemple, mon séminaire, ont pu expérimenter l'énergie. L'énergie, c'est quoi? La santé, c'est une question d'énergie. Moi, je prends ma main, je suis capable de faire bouger certaines choses. Je prends ma main, je suis capable aussi d'augmenter ton taux vibratoire au niveau de ton énergie vitale, ce qui va opérer une guérison chez toi. Mais toi, si tu ne recherches que la guérison, tu ne pourras jamais comprendre ce qu'est l'énergie. Parce que tu vas simplement penser que le fait de m'approcher te guérit. Tu personnalises tout ce qui se passe. Et l'homme personnalise tellement qu'il ne peut plus comprendre. Le mot énergie est un mot qui est hors personnalisation. C'est un mot qu'on a de la difficulté à placer quelque part chez soi parce qu'il n'est pas personnalisé. On va finir par le personnaliser. Mais en attendant, l'évolution, elle est énergétique. Plus tu te sens bien, plus tu te sens bien. Et plus tu te sens mal, plus tu te sens mal.
Ça, c'est un mécanisme réel. Mais comment comprendre ce mécanisme? Toi, tu vas le comprendre, ben c'est simple. Si ma belle-mère rentre chez moi, je me sens mal. Ou si ma belle-mère rentre, je me sens bien. Tu personnalises. Mais en réalité, c'est une question d'énergie. C'est-à-dire que lorsqu'une personne vient chercher de l'énergie, le temps autre. Et si tu perds de l'énergie, tu es involué, c'est-à-dire que tu descends en vibration et tu vas, très peu, mais tu vas quand même exprimer de la haine, qui est une énergie plus basse. Et on dit que la haine, c'est à refuser, c'est à jeter aux poubelles, c'est un péché. Pas parce que c'est un péché, simplement parce que c'est un état d'énergie plus bas et l'homme a comme fonction d'augmenter ses schémas d'énergie. Donc, tout ce qui tend à diminuer l'énergie chez l'homme devient religieusement un péché. C'est quelque chose qui ne devrait pas être fait. Donc, l'évolution, c'est simplement l'accumulation d'énergie. Et lorsque l'homme a suffisamment d'énergie en lui, et comme je le dis, c'est difficile à comprendre pour quelqu'un qui n'a pas expérimenté ce mécanisme, lorsque l'homme a suffisamment d'énergie en lui, il perçoit d'autres formes d'énergie. Et lorsque l'homme perçoit d'autres formes d'énergie, il est capable de se rapprocher de ces autres formes d'énergie, ce qui l'amène à un moment donné à entrer en contact avec ces énergies. Et lorsque l'homme est en contact avec des énergies supérieures, il continue son ascension énergétique, c'est-à-dire que l'homme continue à accumuler des énergies. Et lorsque l'énergie est diminuée et ne peut plus s'exprimer, elle devient une mémoire, elle devient une expérience. L'homme expérimente tout parce que dans cette mémoire, l'homme se situe. L'évolution se fait simplement par énergie. Moi, j'explique quelque chose, certaines personnes ne comprennent pas, cela n'a aucun sens ou cela n'a aucune importance. Parce que si leur taux d'énergie est augmenté, elles évoluent. Et cela n'a aucun rapport avec ce que je dis, ni avec ce qu'ils comprennent. Cela a simplement un rapport avec l'énergie que j'émets, l'énergie qui est attirée par la salle et l'énergie surtout qu'ils vont réussir à percevoir et à garder. Mais l'évolution de l'homme est en fonction donc de ce qu'il accumule comme énergie, mais aussi de ce qu'il gaspille comme énergie. Donc, plus tu gaspilles ce que tu reçois, moins tu as. Et si tu reçois plus que ce que tu gaspilles, tu évolues. Si tu gaspilles plus que ce que tu reçois, tu involues. Et si tu gaspilles presque plus tes énergies et que tu en reçois, tu évolues plus rapidement. Mais ce n'est évidemment pas une question de snobisme ou de spiritualité ou d'élu ou de quoi que ce soit. C'est un mécanisme qui est chimique presque, c'est un mécanisme énergétique. Cela se fait comme ça. L'homme qui évolue par énergie. Mais cette énergie peut être canalisée dans son ego, peut être canalisée dans ses peurs, peut être canalisée dans des contraintes psychologiques, dans des contraintes sociales, dans des contraintes familiales et dans des contraintes d'évolution. Tu veux tellement évoluer que tu prends toute ton énergie qui te permettrait d'évoluer puis tu la transformes en un concept d'évolution. Donc, tu n'as pas d'énergie et tu ne fais qu'évoluer le concept et toi, à l'intérieur de cette évolution, tu t'oublies. L'évolution, c'est une question d'énergie, ce n'est pas l'énergie qui évolue, c'est simplement le fait d'accumuler des énergies. Et plus on accumule des énergies sur tous les plans, pas juste sur le plan physique en mangeant, pas juste sur le plan vital en dormant ou en mangeant ou en respirant, pas juste sur le plan psychologique en exprimant nos émotions pour les énergiser, pour les regober par après, pas juste sur le plan mental en créant, en inventant, en recherchant à comprendre des choses. C'est sur tous les plans que l'évolution se fait parce que chaque plan est un amalgame d'énergie qui est en relation, qui vont avoir certaines interrelations, et ces interrelations-là vont devoir se finaliser, se parfaire d'une façon où on n'aura plus d'énergie astrale qui va vouloir venir se mêler de l'énergie mentale, on n'aura plus de suçage d'énergie dans le vital pour plaire à l'ego, pour énergiser son émotion, et lorsque ce corps planétaire, l'homme, est suffisamment énergisé, donc l'astral ne manque plus d'énergie, donc il n'aura plus à en chercher partout ailleurs. Le mental n'en manque plus, donc il ne sera plus assoiffé d'énergie. Le vital sera complet et le physique sera complet. Automatiquement, l'homme devient une espèce de canal, c'est-à-dire que l'homme est suffisamment énergisé pour que de nouvelles formes d'énergie viennent dessus. Prends une corde, puis mets le feu à une corde, ça brûle pas longtemps. Si tu mets de quoi pour que la corde brûle, ça brûle vite en crime. Prends de la cire, puis essaie de faire brûler de la cire, ça brûle mal en tabarouette. Prends de la cire, fais la forme, mets une corde dedans, puis mets le feu après. Ça brûle longtemps en crime. Alors, c'est une chandelle.
On prend des énergies, et lorsque les énergies sont suffisamment bien placées, ce qu'on appelle l'harmonie, mais ce n'est pas un concept psychologique de vouloir m'harmoniser pour que je paraisse harmonieux. Le fait de paraître harmonieux ne change rien. Le fait de se mettre plein de poudre dans le visage, se regarder dans le miroir et se dire qu'on est jeune, ça n'empêche pas qu'à l'intérieur, les cellules sont vieillies. Alors, ce n'est pas parce qu'on a une espèce de phare, de camouflage, de masque d'évolution, de perfection qu'on est évolué. C'est une question d'énergie. Lorsque le corps physique devient ce qu'il doit être, et qu'est-ce qu'il doit être? On n'a pas à le chercher, parce qu'on va l'interpréter, puis on va essayer de travailler en fonction de cette interprétation. On a simplement à vivre. Et si on est attiré par le PMC, si on est attiré par un cours comme les sciences cosmiques, si on est attiré par une religion, si on est attiré par les égouts, par n'importe quoi, ça dérange absolument rien. Pourquoi? Parce qu'on a juste à y aller selon notre attraction. Et on pourra expérimenter, on aura de l'expérience qui fera qu'après ça, on aura un dégoût, ou on aura une nouvelle attraction encore plus forte, ou on aura une neutralité, donc une attraction ailleurs. Cela ne dérange pas. C'est juste question d'énergie. Et lorsque tous les corps sont corrects, l'être, l'homme évolutionnaire, attire, c'est-à-dire qu'il est attiré, il attire, il peut rencontrer de nouvelles énergies. C'est le temps de mettre la flamme sur la chandelle. Parce que si on met la flamme sur la corde, on détruit la corde. Si on met la flamme dans la cire, on détruit la flamme. Et si on fait une chandelle et qu'on met la flamme dessus, pendant un laps de temps, on a le résultat que l'on recherche. Et le feu ne peut pas brûler là où il n'y a pas de combustible, où il n'y a pas de comburant. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de matière à brûler et s'il n'y a pas d'oxygène pour permettre la combustion, le feu ne peut pas se placer. L'énergie supramentale, c'est la même chose. Elle ne viendra pas se placer là où il n'y a pas les éléments nécessaires à sa vie, à entretenir sa présence. L'énergie supramentale ne fait pas de tentative d'aller voir l'homme. Elle y va quand c'est prêt et elle n'y va pas quand c'est pas prêt. Elle ne manque pas son coup. Mais l'homme, lui, essaie d'évoluer, c'est-à-dire que l'homme accumule une parcelle de son énergie par ses mémoires, par son expérience, et à partir de cette spéculation expérientielle, l'homme essaie de décider de comment il devra évoluer. L'homme évolue énergétiquement, donc cela n'a aucun rapport avec la compréhension de quelque chose. Par contre, la compréhension de quelque chose est souvent l'expression d'une énergie. Donc, si je comprends quelque chose, c'est que j'exprime énergie. Et si je comprends une chose haute, j'exprime donc une énergie haute. Sauf, évidemment, si je l'ai entendu et que je ne fais que répéter ce qui a été dit. Donc, rechercher la compréhension, c'est une illusion, un piège de l'évolution, parce que l'homme devrait essayer de voir s'il comprend, peut-être, simplement pour avoir une idée de son niveau énergétique, mais l'homme recherche la compréhension parce qu'il croit que dans la compréhension, il y a l'évolution. Alors qu'en réalité, dans la compréhension, il n'y a que le thermomètre. C'est-à-dire que lorsque tu vois le thermomètre monter à 80, ce n'est pas la chaleur. La chaleur influence le thermomètre comme l'évolution influence l'état de compréhension. Mais il y a une chose qui est importante, c'est que l'état de compréhension est aussi influencé par votre corporalité physique. Donc, vous pouvez être extrêmement évolué et ne pas tout comprendre. Pourquoi? Parce que neurologiquement, il y a un empêchement à ce que l'expression de l'énergie qui évolue chez l'homme puisse transparaître sous la forme de la compréhension. Mais l'énergie, elle est quand même là, même si elle ne peut pas nécessairement s'exprimer dans la compréhension. Par contre, elle s'exprimera automatiquement par le corps, par l'exemple, dans le vécu, même si elle ne s'exprime pas par la compréhension. Une personne qui ne comprend pas grand-chose, mais qui est calme, qui vit d'une manière réellement, disons, qui nous rend jaloux, nous, avec toute notre compréhension, ben, elle a l'énergie. Mais elle n'a peut-être pas le mécanisme neurologique pour arriver à comprendre ce qu'elle fait. À un moment donné, par l'évolution génétique corporelle, on aura des corps qui nous permettront de comprendre aussi ce qu'on fait. Vous ne comprenez pas tout ce que vous faites, vous ne comprenez pas tout ce qui se passe en vous, mais ça n'empêche pas qu'il se passe des choses en vous. Et plus l'homme travaille au niveau mental, plus l'homme programme son schéma glial ou neurologique, pour pouvoir arriver à exprimer la conscience, donc à exprimer ce degré d'évolution. Mais l'évolution de l'homme n'est pas en rapport avec sa conscience, avec sa compréhension, pardon. La compréhension chez l'homme, c'est l'interprétation d'un degré énergétique. Mais si tu as un degré 15 et que tu ne peux exprimer que le degré 8, tu n'exprimeras que le degré 8. Mais énergétiquement, tu vivras d'une façon 15.
même si tu ne comprends pas tout. Certaines personnes te disent, ben oui, mais si je serais évolué, je pourrais faire des conférences. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun rapport. Parce que tu vis bien. Énergétiquement, moi, je sais où une personne est rendue. Mais la personne ne peut pas le savoir tant qu'elle est férue de concepts et tant qu'elle se compare à moi, de par mon expression. L'homme qui s'exprime compare son expression à l'expression de l'autre pour savoir où ce qu'il en est. C'est stupide. L'homme évolue énergétiquement. Et lorsque l'énergie devient suffisamment haute, d'autres énergies viennent se rassembler. De même qu'une personne humaine, une personne dans un corps physique, finit par attirer autour d'elle d'autres personnes similaires. Et elle finira par avoir des conflits avec d'autres personnes qui seront un peu dissemblables. C'est une question d'énergie, non pas de compréhension. Ce n'est pas parce que vous comprenez telle chose ou telle chose que vous ne pouvez plus entrer en relation avec une autre personne. Vous avez rien qu'à fermer votre grande trappe puis vous allez pouvoir être en relation avec une personne. C'est pas ce qui se passe, c'est une question énergétique. Ah, il y a une grosse question énergétique, émotive, égoïque, c'est-à-dire que moi je l'aime pas, ou ben non, elle n'est pas assez évoluée, ou ben non, on comprend pas. Mais je vous répète bien que ce n'est pas parce qu'une personne comprend qu'elle est évoluée, parce qu'elle peut donner l'impression qu'elle comprend, comme elle peut comprendre une chose. Mais si elle ne comprend pas, elle est possiblement dans une énergie où elle ne peut exprimer que ce qu'elle a, mais elle peut être dans une énergie extrêmement supérieure à son degré d'expression, de compréhension. OK, je reprends celle-là ici. Il paraît que vous êtes arrivé au supramental, au savoir instantané. Votre exposé me donne l'impression que cela est possible, mais j'en doute encore. Permettez-moi de vous tester. Disons que ce... Ouais, t'es un peu tout là. Ce que cette année est Confucius. Ah, Qui teste, toi ou moi? Je pense que c'est moi, là. Ce qui, cette année, est... C'est tout un test, ça. Bien, je lis mal, moi, fait que bon pour lire. Je suis professeur d'histoire orientale. En tout cas, il y a un petit bout qui me manque, là, en bas. Bon, il paraît que vous êtes relié au supramental. Il en paraît des choses au savoir instantané. Votre exposé me donne l'impression que cela est possible, mais j'en doute encore. Permettez-moi de vous tester. Disons, en quelle année est né Confucius? Je suis professeur d'histoire orientale. Confucius. Tu connais Confucius? Ah, c'est un vieux chinois, mais... Ah, il est vieux certain parce qu'il est né en l'an 551 avant Jésus-Christ. Il est mort en l'an 478 avant Jésus-Christ. Il est né dans l'état de Lu, en Chine, un état qui ne porte plus ce nom aujourd'hui. Il est né d'un bonhomme qui s'appelait Shu Liang Heg et il avait 71 ans, son père, lorsque Confucius est venu au monde. Confucius a enseigné longtemps à plusieurs jeunes. Certains de ses élèves sont devenus gouverneurs de certains États, ce qui lui a permis, dans la cinquantaine, de devenir gouverneur d'un petit État lui aussi. Il a écrit dans le Shushang une espèce de recueil de sa philosophie, 4 voies principales qui prônaient l'apprentissage de la littérature, le comportement humain, donc l'importance du comportement sociétaire, l'intégrité face à soi-même et évidemment l'honnêteté face aux autres. Confucius est mort en 478, donc il a vécu 73 ans. Il a été enterré près d'un fleuve en Chine qui s'appelait à l'époque le Zi. Et aujourd'hui, on a encore un village près de ce fleuve qui porte le nom de Kongli. Kongli qui veut dire village de Kong. Et en passant, Confucius est le nom latin de Kong, Kong Haig. Et Kong a été appelé par ses amis le philosophe, ce qui en chinois à l'époque se disait Kong Futsu. Et le nom Confucius est le nom latin. On pourrait aller plus loin encore, étant donné que Confucius ou Kong Futsu a été le premier à instaurer différentes disciplines physiques, en l'occurrence dans certains monastères, comme avec les moines du Shaolin, et etc., parce qu'en 50 ans, avant de revenir gouverneur dans son État, l'État de Lu, il a visité plusieurs autres États en Chine et il a appris énormément au niveau des arts de combat,
le Kempo qui lui-même a transformé en Kung Fu. Bon, qui est sur à soir. C'est complet. Bon, quand une personne nous demande un conseil, quel est... Une autre chose. Oui, excuse. Ce soir, j'ai répondu parce que ça me plaisait. Ouais, c'est ça, j'avais remarqué que c'était une attitude assez spéciale, là. Parce que ça pourrait être une curiosité, en fait, là. OK. Quand une personne nous demande un conseil, quelle est l'attitude la plus intelligente à adopter? Lui répondre ce qui nous vient à l'esprit au moment présent par rapport au problème, ou lui dire qu'elle passe son expérience elle-même et ne pas s'impliquer. Chantal. C'est extrêmement dangereux comme question, étant donné que selon la portée psychologique de la personne qui pose la question, la réponse n'aura pas le même effet. Si c'est une question de curiosité, je peux me permettre de répondre que la personne peut, si elle la croit, avoir les possibilités, donner son conseil, sans nécessairement obliger la personne à agir en fonction du conseil. Mais si la personne veut aider quelqu'un et qu'elle n'est pas sûre et qu'elle me pose la question, et que je réponds à la même genre de question, elle ira l'aider, et peut-être que là, ça aurait été mieux de ne pas aider. Chose qui est certaine, c'est que lorsqu'une personne demande un conseil, c'est qu'énergétiquement, elle a une lacune et elle croit pouvoir être comblée en recevant l'énergie d'une autre personne. C'est-à-dire que je demande un conseil. Souvent, le conseil, c'est aussi un encouragement. L'encouragement est le haussement du degré d'énergie. Et lorsqu'on est suffisamment énergisé, lorsqu'on l'est trop, on a vu un peu la semaine dernière qu'on peut avoir l'illusion de la confiance. Alors, lorsqu'on est suffisamment énergisé, on peut commencer à agir. Bon, lui répondre ce que nous vient à l'esprit au moment présent ne regarde pas nécessairement l'intelligence, c'est-à-dire que on devrait évidemment, si l'on veut donner un conseil, réfléchir. Le meilleur conseil est toujours un conseil qui permet à la personne de rester elle-même. Et évidemment, si nous donnons un conseil parce que nous nous sentons flattés qu'on soit venu nous demander conseil, ben si la personne ne s'exécute pas selon ce qu'on lui dit, ben ça peut créer des chicanes. Moi, je donne plus de conseils, toute fois que j'en donne un, elle le fait pas. Un conseil, c'est pas un ordre. Elle n'est pas venue chercher un ordre, elle est venue chercher un conseil. Alors, le conseil, quand tu lui donnes, elle en fait ce qu'elle en veut. Il y en a beaucoup de personnes qui sont froissées de voir que leurs conseils ne sont pas écoutés. Un conseil, c'est pas un ordre. Alors, ce qui fait que je donne mon idée. Et la personne fait ce qu'elle veut avec. Le conseil, ben, lorsque l'on se croit dans une énergie suffisante pour donner un conseil à quelqu'un, on peut le faire. Mais je répète que le conseil ne doit jamais être une obligation. Et lorsqu'on n'est pas capable de donner un conseil sans donner un ordre, même si on le fait sous l'effigie conseil d'une façon diplomatique, et par après d'ailleurs on va subir les affres, c'est-à-dire qu'on va en souffrir si la personne ne le fait pas ou à la longue si elle ne le fait pas, ou on va essayer de convaincre la personne de s'exécuter selon notre conseil, ce n'est pas un conseil. Alors si vous voulez un conseil, ben, vous faites simplement ce qui va vous sembler bon. Et puis vous allez apprendre à un moment donné ce qu'est un conseil, quand donner des conseils, comment donner des conseils, puis quand ne pas donner de conseils. Doit-on en arriver à cesser de voir par ta lumière pour arriver à voir par ma propre lumière, Roger? Non! On doit en arriver à être la lumière. Voir par ma lumière, c'est s'imaginer que je suis une lumière. Voir par sa lumière, c'est s'imaginer que nous sommes une lumière. Vous savez que si moi j'ai une lampe, une torche électrique et que j'éclaire une pièce, tout le monde peut voir par ma lumière. C'est sûr que si une autre personne a aussi une torche électrique, il voit par sa lumière, je vois par la mienne, et tout le monde voit par une ou l'autre ou par les deux. Mais lorsque tu allumes l'interrupteur et que tu illumines la pièce au complet, tout le monde voit bien mieux. Et lorsque la personne finit par être une lumière, c'est-à-dire que lorsque tout est éclairé, c'est-à-dire que la personne n'éclaire pas à partir d'une coloration, elle est lumière et elle ne voit pas par sa lumière, on ne voit pas par ma lumière, parce que de toute façon, vous ne pourrez jamais voir par ma lumière, parce que automatiquement, ce sera par votre lumière que vous allez voir. L'homme voit déjà par sa lumière. Mais sa lumière, elle est colorée par la mienne, elle est colorée par un paquet de phénomènes, et tout le monde se mélange. Chacun a une lumière d'une couleur différente, tout le monde éclaire la même pièce avec, ce qui fait qu'on a un amalgame de couleurs qui donne l'impression que l'extérieur est de telle couleur, en réalité, c'est pas ça du tout. La personne qui devient une lumière, elle exprime ce qui est pour elle.
et l'autre, l'extérieur à elle, va percevoir ce phénomène-là, et par sa lumière, elle va voir ce que l'autre veut exprimer. Si tu es lumière et que je suis lumière, on va voir tous les deux la même chose en même temps. Mais tous les deux, on ne se colorera pas mutuellement parce que tous les deux, on va être dans un état similaire. Et on peut être dans un état similaire où on est limité par une lumière illusoire. Tu vois par ma lumière et je vois par ma lumière, on voit la même chose. Mais moi, je vais finir par évoluer et dans le temps, on va finir par se dissocier. Si l'homme est lumière, je prends ce terme-là parce que donc c'est le caractère de la question, automatiquement, l'homme ne voit plus rien d'une manière colorée. L'homme ne voit plus rien parce qu'il n'y a plus rien à voir. La lumière ne se voit pas et la lumière ne voit rien. C'est elle, par contre, qui, exprimée dans la matière, permet à l'homme de voir. Lorsque l'homme est lumière, il est lumière. Mais l'homme, on ne doit pas voir par ma lumière. Ça. Vous ne pouvez pas voir par ma lumière de toute façon. Et regarder par votre lumière, c'est déjà la base que vous devez faire. C'est déjà le cheminement le plus sécure pour vous. Mais le gros problème, c'est que quand est-ce que cette lumière est générée chez vous et quand est-ce qu'elle est mixée à la lumière extérieure chez vous? C'est le gros problème. Parce que voir par sa propre lumière veut dire quoi? Cela veut dire que je vois par l'intermédiaire de mon expérience. Donc, par l'intermédiaire de toutes les lumières enregistrées dans ma mémoire. Cela veut dire que je vois par la lumière sociale, par la lumière de l'extérieur, par la lumière de ce que je vis. Cela veut dire que je vois aussi par la lumière de mon émotion, l'émotion qui veut s'exprimer présentement. Donc, voir par sa propre lumière veut souvent dire voir par la mienne, voir par la nôtre, voir par la lumière des parents, voir par la lumière contre les parents, voir par la lumière de la religion contre la religion, de la société contre la société. Voir par sa propre lumière, c'est cela que ça veut dire. Et l'homme doit finir par voir qu'il ne peut pas faire autrement que de regarder à travers des schémas colorés. Et à un moment donné, l'homme va devenir sa propre lumière et l'homme va devenir la lumière. Lorsque vous voyez de par votre propre lumière, cela veut simplement dire que vous réfléchissez la lumière extérieure à vous. Ça peut être la mienne, ça peut être une lumière supramentale, ça peut être une lumière divine, ça peut être une lumière spirituelle, ça peut être une lumière infernale, mais vous réfléchissez la lumière. Et plus vous vous approchez de la source, plus vous réfléchissez. Et si on y réfléchit bien, on finit par bien comprendre que plus on réfléchit, plus on a tendance à penser qu'on est devenu la source, sans jamais être la source. Et à un moment donné, l'homme ne réfléchit plus la lumière sur son visage, il émet la lumière. Et émettre la lumière, ce n'est pas un concept psychologique, cela peut être un concept psychologique, mais moi je veux simplement dire qu'à un moment donné, l'homme exprimera sans la bloquer une énergie, l'énergie supramentale, l'énergie de l'intelligence active ou du savoir instantané. Donc, l'homme n'est plus relié à des blocages expérientiels, l'homme n'est plus relié à ses craintes, l'homme est lumière. Mais l'homme qui est lumière ne peut pas être lumière en même temps pour les autres. Il peut être un phare, il peut être plusieurs choses, mais il est dans le même ordre de lumière que toutes les lumières perturbatrices ou encore des lumières salvatrices pour l'homme. Moi, je suis ce que je suis pour moi, et je suis ce que je suis différemment pour chacun d'entre vous. L'homme doit finir par être lumière, et ça c'est un mécanisme qui peut paraître psychologique et même spirituel, d'ailleurs c'en est un. À un moment donné, l'homme va comprendre par lui-même, manipulé un peu par les compréhensions extérieures, et plus il va défricher son terrain, plus l'homme va arriver à se rapprocher de l'objectivité. Et lorsque l'homme sera suffisamment près de l'objectivité, la dernière coquille pourra éclater et l'homme sera lumière, il ne se posera plus de questions. Sur la lumière, est-ce qu'il y a des lumières qui sont froides puis d'autres qui sont chaudes? C'est-tu possible, ça? Si on veut. On la laisse faire. Si ta main est bien chaude, ta main sur une lumière moyennement chaude, la lumière est froide. Si ta main est bien gelée, ta main sur une lumière moyennement froide, la lumière est chaude. Oh. OK. On va pas plus loin. Ici, l'homme qui mettrait du relatif dans sa vie, est-il plus près d'être en résonance avec l'énergie cosmique? À la condition que ce ne soit pas une spéculation philosophique. Tout est relatif, alors donc je vis, mais peut-être que je vis pas non plus. La relativité, c'est relatif, c'est-à-dire que c'est dépendant du point de vue de la personne et c'est dépendant de son degré d'énergie. C'est-à-dire que plus tu augmentes d'un quota l'énergie d'une personne, automatiquement, tout son point de vue change. Et qu'est-ce qui est relatif? Seulement ce qui est perçu.
C'est-à-dire que, pour être plus précis, la perception est relative, mais non pas l'objet. Lui n'est pas relatif. Il est intégral. L'événement n'est pas relatif, mais la perception de l'événement est relative. C'est-à-dire qu'elle est changeante. Donc, se dire que tout est relatif, cela peut devenir du positivisme, là où l'homme ne comprend pas ce qu'est la relativité, il en a une idée plus ou moins intellectuelle, et il finit par s'accorder avec cette idée intellectuelle pour essayer de vivre mieux, de vivre plus en harmonie, d'être moins perturbé par la désharmonie de son monde d'illusion. Le fait de comprendre la relativité, c'est aussi comprendre l'illusion. Mais ce n'est pas nécessairement comprendre la réalité. Le fait de comprendre la relativité, ce n'est pas nécessairement comprendre la relativité. Ça peut être comprendre une partie de la relativité. Tout est relatif, même la relativité. Qu'est-ce que ça veut dire? Le fait de dire que tout est subjectif, même la subjectivité, c'est un phénomène réel. Mais qu'est-ce qu'il veut dire pour l'homme qui vit une souffrance? Qu'est-ce que cela veut dire pour l'homme qui est sûr d'être sûr? La relativité. Et c'est pour ça qu'elle est relative. Donc, cela peut devenir une forme de positivisme, cela peut énergiser la personne de façon à ce qu'il arrive moins à souffrir, son illusion, mais la relativité étant une réalité, la réalité ne peut être perçue que par interprétation chez l'homme, elle devient donc relative. Donc, la relativité, elle est relative parce qu'elle est perçue par un être qui ne peut pas faire autrement que de déformer la réalité. Tout est relatif et c'est évident que la personne qui vit de plus en plus avec la compréhension de la relativité de l'extérieur et de l'intérieur, cette personne se rapproche de l'état de conscientisation. Il est bon, effectivement, d'arriver à essayer de percevoir où est la relativité et où elle s'arrête. La relativité, elle s'arrête. Et là où s'arrête la relativité, se voit confirmer l'état relatif de la relativité. C'est un mécanisme la relativité, c'est une expression, c'est un mécanisme de compréhension intelligent de l'illusion humaine. Mais il est tellement vaste, il faut être dans un état de conscience particulier pour pouvoir réellement conscientiser la relativité. Je ne peux pas l'élaborer complètement parce qu'on n'aura pas le temps. On pourra y revenir une conférence ultérieure à un moment donné. Sur la relativité, mais disons que présentement, c'est un phénomène tellement vaste que la personne qui comprend la relativité va pouvoir vivre la relativité, et là où cette relativité va s'arrêter, elle pourra voir qu'effectivement c'est relatif, mais toujours vrai. La personne qui comprend réellement le principe de la relativité n'a pas besoin de l'intellectualiser, elle n'a pas besoin d'y réfléchir, elle n'a pas besoin d'y penser, elle n'a pas besoin de le spéculer, et elle n'a pas besoin d'en parler. Elle exprime. Lorsqu'on a besoin d'en parler, lorsqu'on a besoin d'y réfléchir, ou lorsqu'on a besoin de s'y référer pour pouvoir affronter un événement, c'est qu'on ne comprend pas la relativité. Mais elle peut quand même servir de clé pour pouvoir s'ajuster dans un événement. Je reviens à une affaire en arrière. La personne, tu disais que tantôt, qui est énergisée à un certain chiffre, là, je me souviens plus, puis qui exprime juste un autre chiffre, mettons la moitié moins. Ouais. Est-ce qu'elle souffre, cette personne-là? Ah, c'est évident, elle va souffrir seulement si elle n'a pas un degré d'énergie suffisante pour pouvoir exprimer un degré d'énergie suffisant. Si tu exprimes le niveau 4 et que ce niveau-là, donc si tu as simplement une idée, une conception de ce que tu devrais être, parce que tu te compares pas toi à toi. Donc, la réalité, tu compares toi à ce que tu aimerais être. En voyant autrui, automatiquement, tu vas souffrir. Qui ne souffre pas à se regarder? Tout le monde souffre à se regarder. Dans un miroir physique ou un miroir psychologique ou un miroir supramental ou de quelque foutue manière, tout le monde souffre à se regarder parce que tout le monde découvre ce qu'il est. Ce n'est pas tout à fait l'image, et même ce qu'il est encore une image, mais disons qu'elle est plus proche de sa réalité, et comparant avec ce qu'il voudrait, ou avec ce qu'il a espéré être, l'homme souffre. Donc, même
moi, j'ai une certaine souffrance qui n'a aucun lien avec la souffrance, disons, humaine normale. Lorsque, m'écoutant parler, je vois tout ce qui pénètre en moi et je vois le peu que je peux communiquer. Je suis vraiment un vermisseau par rapport à ce que je voudrais communiquer. Mais je suis rendu à un degré d'énergie où je communique suffisamment avec moi-même et avec d'autres formes d'énergie pour comprendre l'intelligence de ma limitation. Donc, de ce fait, moi, je ne souffre plus. Mais la personne qui n'est pas dans un état de conscience suffisante pour lui permettre de comprendre l'intelligence de sa limitation souffre continuellement parce qu'elle refuse sa limitation. Donc, une personne qui exprime, disons, de l'énergie spirituelle alors qu'elle est mentale peut souffrir. Et la personne qui exprime de l'énergie spirituelle alors qu'elle est spirituelle risque de moins souffrir. Elle va souffrir dans l'expérience, mais pas parce qu'elle exprime ce qu'elle est. L'homme qui se voit limité parce qu'il se voit supérieur, parce qu'il se voit différent. Et donc, comparant, il est dans l'illusion, il voit ce qu'il voudrait être, et il voit aussi ce qu'il n'est pas. Et l'homme désire être. Cela le pousse à cheminer parce qu'il veut, disons, exprimer une émotion meilleure. L'homme veut vivre, l'homme essaie de se rassurer, l'homme essaie de jouir plus de l'évolution. Donc, cela le pousse à évoluer parce que l'homme n'en voit pas l'intelligence. Mais l'homme va automatiquement souffrir. Là où il y a intelligence dans la conscience d'un homme, il ne peut y avoir souffrance parce que la souffrance, ce n'est pas intelligent. C'est pas intelligent de souffrir. Mais c'est utile en maudit de souffrir. Parce que c'est ça qui nous amène à être intelligent. Donc, la souffrance, c'est intelligent, mais c'est pas intelligent de souffrir. Y a-t-il un endroit là, qui est un point ou un pont de rencontre entre la subjectivité et l'objectivité? Ça se rencontre-tu en quelque part, ça? Ça se rencontre seulement dans la subjectivité et ça peut se rencontrer dans l'objectivité. Tu te poses des questions qui sont assez philosophiques. Je ne dis pas ça pour te blâmer, là. Mais simplement que lorsqu'on pose une question très philosophique, pour y répondre, on doit partir de la philosophie, de celui qui pose la question, sinon il ne pourra pas comprendre la réponse. Et on doit donc tricoter dans la philosophie un grand nombre de temps pour essayer lentement de s'en aller vers ce qu'on veut expliquer, pour que l'autre arrive à comprendre. C'est pour ça que de temps en temps, comme la relativité, on a des questions où on doit partir d'un certain niveau. Je ne dis pas nécessairement le niveau de la personne qui pose la question, mais on est quand même dans une assemblée, parce qu'il faut quand même qu'on puisse suivre. Et je dois tricoter autour de tout ce que tu me dis. Où se rencontre la subjectivité et l'objectivité? Dans un endroit subjectif. Parce que tu peux décider n'importe où elles se rencontrent, selon l'idée que tu veux préconcevoir, donc c'est subjectif. Et étant donné que c'est subjectif et que c'est quand même réel, cela existe aussi dans l'objectif. Donc, la subjectivité rencontre l'objectivité dans la subjectivité et dans l'objectivité. Je sais pas si tu me suis. Bon, mais là, j'essaie de résumer. Sinon, je devrais aller tricoter dans tout le phénomène philosophique qui sous-tend la question pour essayer de voir. Parce que réellement, qu'est-ce que ça peut foutre de savoir où c'est que ça se rencontre? Donc, ça devient une question philosophique. Et la philosophie ne mène à rien. Disons qu'il y a plusieurs personnes qui rient un peu parce qu'ils peuvent se permettre de rire. Mais n'empêche que 90% des questions qu'eux-mêmes se posent sont des questions d'ordre philosophique. Et il ne faut pas beaucoup d'orgueil pour pouvoir le prendre en public. Mais on pose des questions, et ces questions-là, qu'est-ce qu'on fait avec? Il y a des questions qui sont plus énergisantes. Qu'est-ce que c'est qu'une question intéressante ou une question utile? Quand est-ce qu'on a une question utile? Bien, on a une question utile lorsque le fait de s'y attaquer, donc lorsque en y répondant ou lorsqu'en écoutant une réponse, on peut énergiser notre propre quota d'énergie. Et on a une question inutile, philosophique ou autre, lorsque, pour arriver à avoir un petit peu d'énergie, on doit en mettre tout plein autour. Tu me demandes où la subjectivité peut rencontrer l'objectivité, la réponse, je m'en fous. Mais qu'est-ce que ça énergise? Rien. Donc, la question est inutile. Et si je veux que cela amène une parcelle d'énergie, ou de connaissance, de compréhension, c'est un synonyme d'énergie, je vais devoir, pour être sûr que cela va amener quelque chose, tricoter suffisamment longtemps pour arriver à amener quelque chose. Donc, je perds énormément d'énergie. Donc, la question est inutile.
Alors, par exemple, qui est Dieu? Dans certains moments donnés, c'est une question extrêmement utile. Dans d'autres contextes, c'est une question complètement stupide. Il n'y a pas de question intelligente ou stupide, sauf s'il y a un contexte qui s'y prête. Alors, présentement, disons que cette question-là, elle est inutile, parce que, hein, c'est pas ça qui va t'empêcher de manger ton bol de peanut. C'est sûr, qu'elle se rencontre dans l'homme ou dans le moment présent, il n'y a pas d'importance. Par contre, celle-là, tu y as répondu, mais la dernière n'est pas du tout sur le sujet d'asseoir, mais je vais en poser quand même. Je voudrais savoir si le sexe, la sexualité est nécessaire pour vivre et deuxième partie, si on peut vivre sans la sexualité. Chose qui est certaine, c'est que elle est nécessaire pour permettre à la personne d'apparaître à un moment donné sur la planète, pour vivre. Maintenant, la relation sexuelle, c'est sans doute là le phénomène de la question. Est-ce que la relation sexuelle est nécessaire pour vivre? Ou encore peut-on vivre sans le sexe? Premièrement, c'est sûr que chirurgicalement parlant, on peut vivre sans le sexe. Bon, en partant, il n'y a pas de problème. Maintenant, est-ce qu'on peut vivre sans relation sexuelle? Ben oui. Vois-tu, on peut vivre sans Dieu, on peut vivre avec Dieu. On peut vivre avec 15 dieux. La relation sexuelle, c'est un mécanisme, premièrement, qui amène une sécurité psychologique. Pourquoi? Parce qu'elle permet à la psychologie de recevoir de l'énergie du corps vital, et le corps vital va donc donner cette énergie à la psychologie par l'intermédiaire d'un centre, d'un chakra d'énergie vitale qui va être motivé ou dynamisé lors d'une relation sexuelle, qu'elle soit faite en solo ou en duo. Bon. Alors, ce qui fait que le fait de vivre sans relation sexuelle n'empêche pas du tout la vie, et il n'empêche pas nécessairement l'évolution. On a souvent dit que la masturbation rendait fou. Est-ce qu'il y en a ici encore qui croient à ça? Mais cela a été vrai. Ça, c'est ça qui est le plus drôle. Mais, est-ce que la relation sexuelle est nécessaire à l'évolution? Eh bien, oui. Mais à un moment donné, elle ne sera plus nécessaire à l'évolution. Est-ce que la privation de relations sexuelles nuit à l'évolution? Oui. Mais prochainement, elle va aider à l'évolution. Et si la personne est dans un contexte où la relation sexuelle n'a pas d'importance, c'est-à-dire qu'elle n'a plus besoin de cette énergie pour énergiser sa psychologie, donc elle n'en a plus besoin, ou elle est dans l'impossibilité physique, ou vitale, ou émotive, cela ne nuit en rien à son évolution. Donc, ce n'est pas parce que, mais évidemment, ce n'est pas parce qu'on se prive pour évoluer de relations sexuelles que l'on évolue plus. Mais le fait de ne pas avoir de relations sexuelles empêche une chose. Certain, il empêche la procréation. C'est tout. Et lorsque cela devient intelligent de procréer, on procrée, mais ce n'est pas une sexualité. C'est-à-dire que ce n'est pas une relation sexuelle d'ordre psychologique. La personne peut très bien vivre sans relation sexuelle. Et je parle de relations sexuelles en duo ou encore en privé, en solo. Si tu n'as aucune relation sexuelle, cela n'empêche rien ton évolution, sauf que cela va empêcher d'avoir des enfants, évidemment. D'ailleurs, même en solo, cela empêche d'avoir des enfants. Tu as déjà parlé antérieurement de la perte d'énergie vitale. Oui, lorsque la personne est obligée de s'énergiser mentalement. C'est pour quoi qu'à un moment donné, l'énergie mentale le cerveau était tellement en croissance chez l'être humain que la masturbation, c'est-à-dire l'épuisement des énergies sexuelles inutilement, empêchait le développement du cerveau chez l'adolescent. Donc, la programmation du cerveau se faisait mal et on avait des déficiences mentales. Donc, se masturber rendait fou. Ben, rendait fou, faut voir jusqu'où fou, mais fou. Ou folle, évidemment. Dans mon coin, c'est à sourd. Oui, alors donc, présentement, lorsque tu dilapides et que ton cerveau en a besoin parce que tu te conscientises, tu peux avoir des relations sexuelles sans dilapider, puis certaines personnes vont finir par avoir plus de relations sexuelles du tout. Cela ne nuit rien à l'évolution. Bon, mais c'est ce qui termine notre entretien.